Au village du Muku, personne ne s'approche de la rivière à midi, quand le soleil est haut dans le ciel. Mais sa belle-mère s'en fichait. Avec un sourire malicieux, elle lui tendit le pot et l'envoya chercher de l'eau à la rivière à midi. Désormais seule au bord de la rivière, la petite Ada est sur le point de faire une rencontre qui la transformera ou la détruira à jamais. Le soleil était impitoyable, ses rayons ardents cinglant le village du Muku. Mais Ada, une frêle adolescente de 14 ans aux joues striées de poussière et aux yeux fatigués, n'avait pas le choix. Elle marchait pieds nus sur l'étroit sentier menant à la rivière du village, serrant un pot en terre cuite contre sa hanche. Des larmes coulaient sur son visage, mêlées à la sueur qui perlait sur son front. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, non pas à cause de la chaleur, mais à cause de la peur qui la troublait. Tout le monde à Umuku connaissait cette ancienne règle. Nul ne devait se rendre à la rivière à midi, lorsque le soleil était à son zénith. Les anciens racontaient que c'était à cette heure-là que la déesse de la rivière, Umamili, émergeait pour purifier les eaux, furieuse contre tout mortel qui osait la déranger. On racontait que certains avaient défié cette règle. Certains ne sont jamais revenus. D'autres sont revenus, mais pas tels qu'ils étaient. Mais Ada n'avait pas d'autre choix. Elle avait été envoyée par sa méchante belle-mère, et elle savait qu'il valait mieux ne pas désobéir. « Tu vas me chercher de l'eau, Ada. Peu importe l'heure qu'il est. Si tu reviens bredouille, tu dormiras dehors avec les chèvres ce soir. » Sa belle-mère, Madame Ozioma, avait pris sa décision définitive, d'une gifle si vive qu'elle brûlait encore la joue d'Ada. Son père, autrefois un fermier très riche et prospère, était parti dans un village lointain environ 5 ans auparavant, mais n'était jamais revenu. Il avait épousé Ozioma, sa seconde femme, après le décès de sa première femme, la mère d'Ada, et depuis, ce fut un enfer pour Ada. Elle essuya ses larmes du revers de la main en s'approchant de la rivière. Elle était terrifiée, et son cœur battait plus fort que ses pas. Soudain, la brise cessa. Un étrange frisson lui picota la peau. Elle s'arrêta. Puis elle entendit son nom. Elle se retourna, cherchant une voix, un visage, un signe. Rien. Juste le silence étouffant et son reflet tremblant à la surface de la rivière. Mais elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle connaissait suffisamment Ozioma pour savoir que la désobéissance avait un prix. Rassemblant tout son courage, Ada s'avança sur les rochers lisses au bord de la rivière. « S'il te plaît, ô Mamili, je ne veux pas te manquer de respect, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je ne veux pas troubler ta paix. » Les mains tremblantes, elle plongea le pot dans l'eau. Le pot se remplit lentement, chaque goutte résonnant comme une sonnette d'alarme à ses oreilles. Son regard parcourut la berge. Chaque ondulation, chaque bruissement des feuilles l'effrayait. Elle imaginait la déesse surgissant des profondeurs, pleine de rage. Mais rien ne se produisit. Le pot était plein. Sans perdre une seconde, elle se mit à marcher d'un pas rapide, le pot vacillant dangereusement à chaque pas précipité. Le sentier forestier lui semblait plus long, les arbres lui murmurant des secrets dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle continua à marcher aussi vite qu'elle le pouvait. Quand les murs de terre de sa propriété apparurent, elle eut envie de s'effondrer au sol, soulagée. Elle était si reconnaissante d'être en vie. En entrant dans l'enceinte, sa belle-mère, Ozioma, était assise d'un air suffisant sur un tabouret bas, l'air furieux. « Pourquoi as-tu mis autant de temps » ricana-t-elle sans même lever les yeux. Ada ne répondit rien. Elle entra simplement dans la cabane de la cuisine et posa la marmite par terre, les mains encore tremblantes. Lorsqu'Ada posa la marmite d'eau près de la cabane, ses genoux faillirent céder. Sa tête lui faisait mal à force de balancer le lourd fardeau sous le soleil impitoyable, ses lèvres étaient sèches et son estomac gargouillait, protestant qu'elle n'avait pas mangé depuis l'aube. Juste un morceau d'igname froid et sec, à peine suffisant pour nourrir un enfant, et encore moins une fillette obligée de travailler pour 3 personnes. Ne reste pas plantée là, comme une statue sculptée, la voix d'Ozioma trancha l'air, où es-tu sourde maintenant? Tu crois que c'est toi qui peux avoir l'air misérable? Ada baissa les yeux. Je suis désolée, maman. Pardon? Ricana Ozioma. Ta pauvre mère ne t'avait-elle pas appris les bonnes manières? Ada était perplexe,
se demandant ce qu'elle avait encore fait. Osioma entra dans la cuisine, envahissant son espace, son haleine empestant la noix de cola. « Tu crois que tu n'as pas de chance maintenant? Je vais te montrer à quoi ressemble le vrai malheur. Va balayer la cour. Les chèvres ont laissé leurs crottes partout à cause de ta paresse. Mais maman, c'est le moment le plus chaud de la journée. S'il te plaît, laisse-moi. » Une claque retentissante coupa court à ses supplications. Le visage d'Ada se tordit brusquement, sa joue gonflant instantanément sous la piqûre. « Tu oses me répondre? Moi? Sous mon propre toit? Tu crois que parce que ta mère décédée t'a donné naissance dans cette maison, tu as le droit de me défier? » Les yeux d'Ada se troublèrent de larmes, mais elle se retourna vivement et s'éloigna d'un pas rapide. Saisissant le balai en feuilles de palmier sèches, elle se pencha et commença à balayer la propriété, les doigts tremblants, les bras faibles. Chaque coup de balai lui envoyait de la poussière dans les yeux et les narines, mais elle n'osa pas se plaindre. Sa belle-mère l'observait, les bras croisés, un sourire malicieux aux lèvres. Tandis qu'Ada balayait, la commande suivante d'Osioma retentit comme un tonnerre. « Quand tu auras fini ce mélange, tu iras piler de l'igname pour mon déjeuner. Fais-le tendre, comme ton cerveau. Si c'est dur, tu le mangeras toi-même pendant que je regarde. » Ada se mordit la lèvre pour s'empêcher de sangloter. Quelques minutes plus tard, elle avait fini de balayer, son petit corps trempé de sueur, le dos douloureux, les paumes couvertes d'ampoules. Mais pas de répit. Elle se traîna jusqu'au mortier et au pilon en bois, à l'ombre du vieux manguier. Elle éplucha, coupa en tranches et cuisina des ignames, les doigts tremblants. Quand les ignames furent tendres, elle leva le pilon et commença à les piler. Une fois terminés, elle les présenta à Osioma, les mains tremblantes. « C'est ça que tu appelles manger ?» s'exclama Osioma en tapotant le monticule de ses doigts graisseux. « Celui-ci est mou parce que le diable a pitié de toi aujourd'hui. Porte-le dans la pièce intérieure, et quand tu auras fini, va laver mes vêtements. Je les veux blancs comme les portes du paradis. » Sans un mot, Ada obéit. Elle n'avait aucun repos dans cette maison. Pas de paix. C'était son quotidien depuis la disparition mystérieuse de son père. Les villageois ont vu ce qui se passait, mais aucun n'a osé défier Osioma. Ada travaillait de l'aube au crépuscule et n'avait que peu à manger. Dans l'obscurité de la nuit, après les corvées et les ronflements bruyants d'Osioma dans sa hutte, Ada s'assit seule dans la minuscule cabane entrepôt qu'elle appelait une chambre. Il n'y avait pas de matelas, seulement une fine natte de raffia. Elle se recroquevilla sur elle-même, serrant ses genoux, fixant le petit rayon de lune qui filtrait par la fenêtre fissurée. Elle se mit à pleurer, des larmes coulant sur ses joues. Son esprit s'éloigna de la dureté du présent, remontant à une époque où l'amour régnait encore dans cette maison, du vivant de sa mère. Elle pouvait presque entendre le rire de sa mère, doux et musical comme une rivière apaisante. Les mains de maman étaient toujours occupées, mais jamais au point de caresser les cheveux d'Ada ou de lui caresser les joues après une dure journée de jeu. « Ma belle Ada, le joyau de mon cœur », disait sa mère en déposant de doux baisers sur son front. « Un jour, tu deviendras une femme plus belle que le soleil du matin. Mais en attendant, laisse-moi porter tes soucis. » C'était l'époque où leur maison sentait la soupe de gombo fraîche, où le rire tonitruant de son père emplissait la cour à son retour de la ferme, faisant voler Ada très haut dans les airs, et où, le soir, ils s'asseyaient tous sous le manguier, sa mère racontant des histoires de tortues et d'oiseaux sages, tandis que son père acquiesçait, feignant d'être surpris à chaque rebondissement, juste pour les faire rire. Mais ensuite, les choses changèrent radicalement. Sa mère tomba gravement malade et mourut, les laissant, elle et son père, profondément brisés. Ada n'avait que 7 ans lorsque sa mère s'éteignit. Ada et son père pleurèrent sa disparition pendant 1 an, avant que son père, cherchant à apaiser sa douleur, ne se marie pour combler le vide. Au début, Osioma était attentionnée, mais après sa grossesse et la naissance de son fils, les choses ont changé. Elle a commencé à maltraiter Ada, la faisant effectuer des tâches bien au-delà de son âge. La situation a empiré lorsque son père, un agriculteur très riche et prospère, est parti en voyage et n'est jamais revenu. Osioma reprit la ferme, embauchant des ouvriers et les payant. Elle devint très riche et imbue d'elle-même.
Elle fit d'Ada son esclave, effectuant toutes les tâches ménagères, tout en mangeant très peu, tandis qu'elle choyait son propre fils, Chudi. « Tu me manques, maman, murmura-t-elle dans la nuit, en larmes. J'essaie d'être forte, comme tu l'as dit, mais ça fait mal. Chaque jour, ça fait mal. » Le vent soufflait à travers la fissure du mur, comme si la nuit elle-même la pleurait. Serrant fermement le petit pagne délavé que sa mère avait cousu pour elle, Ada ferma les yeux et s'endormit. À peine les premières lueurs de l'aube touchaient-elles le ciel que sa belle-mère entra dans la hutte et la gifla. Ses yeux s'ouvrirent brusquement à la vue de la silhouette d'Ozioma, le visage déformé par le dégoût. Enfant paresseuse, ronflant encore comme un cochon alors qu'il y a du travail à faire? La voix d'Ozioma résonna dans la petite hutte, plus forte que le chant du coq. Crois-tu que cette maison soit un endroit où l'on puisse dormir jusqu'à ce que le soleil frappe à ta porte? Le cœur d'Ada battait fort tandis qu'elle se redressait. Son visage palpitait là où la main d'Ozioma avait atterri, son oreille bourdonnait sous l'impact. Je suis désolée, maman, je n'ai pas. Ozioma la frappa une seconde fois, sans attendre qu'elle termine sa phrase. Garde tes excuses inutiles pour toi. Quand comprendras-tu que tu n'es pas la reine de cette maison? Tu n'es qu'une personne, un fardeau. Lève-toi et va balayer la cour. Après ça, tu iras dans le jardin désherbé. Je veux voir mon visage dans cette terre quand tu auras fini, aboya Ozioma. Ada se releva lentement, ses jambes fines tremblant sous elle. Elle savait qu'il valait mieux ne pas montrer de faiblesse, mais son corps la trahissait. Une chose inutile, tout comme sa mère. Marmonna Ozioma en se retournant pour sortir de la hutte en trombe, ses pagnes se balançant avec colère. Essuyant son visage baigné de larmes, Ada sortit de la minuscule hutte. Elle attrapa le balai, les paumes écorchées par les corvées de la veille, et commença à balayer la cour d'un geste lent et précis. Une fois la propriété impeccable, Ada alla au jardin et commença à désherber. Elle travailla jusqu'à midi. Son estomac se tordait de faim, mais personne ne l'invitait à déjeuner. Aux yeux d'Ozioma, elle ne le méritait pas. Son corps était trempé de sueur. Ses mains étaient couvertes d'ampoules et de crevasses. Pourtant, elle travaillait, car elle n'avait pas le choix. Lorsqu'elle revint au camp, la poussière collée à sa peau, Ozioma l'attendait avec un sourire en coin. « Ah, mon petit esclave est de retour. Tu t'es bien amusé dans le jardin? J'espère que les fourmis ne t'ont pas trop piqué. » se moqua-t-elle. Elle demanda à Ada d'aller réchauffer et manger les restes d'igname, qui suffisaient à peine à nourrir son demi-frère de 5 ans. Ada ne prit pas la peine de réchauffer la nourriture. Elle le mangea avec appétit, et ses souffrances continuèrent. Le lendemain, alors que le soleil brûlant dominait à nouveau le village d'Umuoku, Ozioma renvoya Ada à la rivière. « Prends ce pot et va à la rivière, maintenant », aboya Ozioma, le visage déformé par la même cruauté qui était devenue son masque quotidien. C'était la 4e fois en 2 semaines qu'Ozioma l'envoyait à la rivière à l'heure interdite, cette même heure maudite où personne de sensé n'osait s'approcher des eaux. Mais Ozioma s'en fichait. Ada avait puisé l'eau de la rivière encore et encore, tremblant à chaque pas, le cœur battant la chamade. Chaque fois qu'elle plongeait son pot dans la rivière, elle murmurait des excuses à la déesse invisible. « Je ne veux pas te mettre en colère. Ce n'est pas ma faute. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Et chaque fois, elle rentrait chez elle, les pieds tremblants, s'attendant au pire. Mais rien ne se passait. Ce jour-là encore, alors qu'elle s'approchait de la rivière, le poids de la souffrance devint insupportable. Ada se tenait sur la berge, fixant son reflet tremblant sur la surface ondulante. Le pot en terre cuite, intact, reposait à ses côtés. Pour la première fois, elle ne put se résoudre à aller chercher de l'eau. Épuisée, elle s'effondra et fondit en larmes. « Amie, gémit-elle, qu'ai-je fait pour mériter cette vie? Pourquoi as-tu pris ma mère et m'as-tu laissé souffrir ainsi? Chère déesse de la rivière, si tu es là, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis fatiguée. » Ses cris emplissaient le vide autour d'elle, brute et désespérée. Puis, à travers ses larmes, elle entendit son nom. Ada. La voix était douce. Ada était terrifiée. Lentement,
Elle releva son visage baigné de larmes et regarda vers la rivière. Là, émergeant gracieusement de l'eau, se tenait une silhouette comme elle n'en avait jamais vue. Une fille de son âge. Elle avait de longs cheveux noirs et sa peau brillait d'un éclat subtil. C'était une magnifique sirène. Elle sourit chaleureusement à Ada et commença à parler. « Je t'ai vu pleurer bien des fois, mais aujourd'hui, tu m'as poussé à agir. Je m'appelle Merinma. Je suis la fille d'Omarmili, la mère de la rivière, mais je suis aussi une fille comme toi. N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. » Ada la regarda, incrédule. « N'es-tu pas en colère que je perturbe sans cesse ta rivière ? » « Non, » rigola Merinma. « Tu viens avec tristesse, pas par manque de respect. La rivière ressent ta douleur. Ma mère aussi, mais elle dit que certaines douleurs ne peuvent être guéries par la rivière. Pourtant, je veux être ton amie, mais ce doit être un secret. Tout le monde ne comprendrait pas. Chaque fois que tu viendras ici, chante cette chanson. » Merinma se pencha et commença à fredonner une mélodie douce et envoûtante. Ada écoutait, le cœur gonflé d'une étrange chaleur. « Chante-la quand tu es triste, ou quand tu es là et que tu veux que je sorte. On peut parler. On peut jouer. Tu ne seras pas seule. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux d'Ada, mais cette fois, elle n'était pas née du chagrin. « Merci, Merinma. » Les yeux de Merinma pétillèrent tandis qu'elle agitait sa queue, créant de douces ondulations sur l'eau. « Je serai là, à attendre ton chant. » Et sur ces mots, elle plongea gracieusement dans la rivière, son rire résonnant tandis que sa silhouette disparaissait sous la surface scintillante. Ada resta immobile, fixant l'endroit où sa nouvelle amie avait disparu. Le poids sur sa poitrine lui semblait plus léger. Pour la première fois, la rivière lui semblait sûre. Lentement, elle remplit sa marmite. En retournant au village, elle fredonna doucement la chanson de Merinma, sa voix se mêlant à la mélodie de la rivière. Pour la première fois depuis longtemps, ses pas semblaient moins lourds. Et à partir de ce jour, tout changea pour Ada. Sa méchante belle-mère continuait de l'envoyer à la rivière à l'heure interdite, espérant qu'il lui arriverait malheur. À chaque visite, Ada s'asseyait près de la berge, baissait doucement son pot et chantait la chanson que son amie lui avait apprise. La rivière scintillait en réponse, et Merinma émergeait de ses profondeurs, le visage rayonnant de joie. Parfois, elle parlait simplement. Merinma racontait à Ada des histoires de la rivière, des récits d'esprits anciens, de poissons chantant sous la pleine lune, de tortues parlantes et de crabes jouant à cache-cache. Ada, en retour, partageait ses propres histoires. Des choses simples. Des souvenirs de sa mère, de la façon dont elle grimpait au manguier pour cueillir des flûtes, de la façon dont son père lui avait un jour sculpté une minuscule flûte en bois. À ces moments-là, elle n'était plus la pauvre fille avec une méchante belle-mère. Elle était juste Ada. Une fille avec une amie spéciale. Et oh, comme ils riaient. Plus ils se rencontraient, plus le cœur d'Ada guérissait. Mais la vie hors du fleuve restait dure. La cruauté d'Ozioma ne faiblit pas. Elle remarqua qu'Ada ne revenait plus de la rivière l'air vaincu. Cela l'irrita profondément. « Peut-être as-tu trouvé l'amour dans cette rivière » ricana Ozioma un après-midi. « Ne t'inquiète pas. Tu verras bientôt ce que cela t'apportera de bon. » Mais Ada ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de s'expliquer. Elle avait son secret. Et son secret la rendait plus forte. Elle s'était habituée à son monde secret avec Merinma. Leur rencontre n'était plus empreinte de larmes, mais de joie. Ils chantaient, jouaient, partageaient leurs rêves. Puis, un après-midi, lorsqu'Ada arriva et chanta leur chanson, la rivière resta immobile plus longtemps que d'habitude. L'espace d'un instant, la peur la saisit. Merinma l'avait-elle abandonnée ? Puis, lentement, l'eau ondulait. Merinma émergea, mais elle ne souriait plus comme avant. Son beau visage était sombre. Ses yeux brillants s'assombrirent de tristesse. Ses coquillages ne résonnaient plus avec leur enjouement habituel. Sa queue bougeait lentement sous la surface. Le cœur d'Ada se serra. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement, agenouillée près de la berge. Merinma,
pourquoi es-tu triste? Pendant un moment, Merama resta silencieuse. La rivière murmurait autour d'elle, comme si elle pleurait avec elle. Ada, commença-t-elle lentement. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Les mots frappèrent Ada comme un coup de tonnerre. Non, non, ne dis pas ça, balbutia-t-elle, la gorge serrée. Pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Les lèvres de Merama s'étirèrent en un sourire triste. Non, mon cher ami. Tu n'as rien fait de mal. C'est simplement la façon de faire de mon peuple. Je vais me marier. Une sirène d'une autre rivière, loin d'ici, m'a choisi. Ma mère m'a donné sa bénédiction. Bientôt, je quitterai ces eaux pour appartenir à un autre. Le cœur d'Ada se brisa. Ses doigts s'enfoncèrent dans la terre meuble. Mais et nous? Nos chansons, nos histoires? Tu ne peux pas me quitter, Merama. Tu es ma seule amie. Je sais, Ada, dit Merama, la voix tremblante. Croyez-moi, cela me fait mal aussi. Mais ainsi va la vie d'une fille de rivière. Nos chemins sont tracés dans les courants avant même notre naissance. Ada sentit une larme couler sur sa joue. Ce n'est pas juste. Pourquoi faut-il toujours que les choses que j'aime me soient enlevées? Merama tendit la main et effleura celle d'Ada. Le contact était frais, apaisant, comme la rivière elle-même. Je ne peux pas rester, mais je veux te laisser quelque chose, un cadeau, une partie de moi, pour que tu ne sois jamais seule. Ferme les yeux et tends les mains. Ada obéit sans un mot. Merama tendit la main et lui transmit des pouvoirs sous forme de lumière dorée. Puis elle lui demanda d'ouvrir les yeux. Vous venez de recevoir le pouvoir de guérir les blessures du corps et du cœur. Vous pourrez guérir toutes sortes de maladies. Chaque fois que quelqu'un souffre, votre contact apportera du réconfort. Et je ne t'oublierai jamais, Ada, la fille qui chantait pour la rivière, la fille qui a fait croire à l'amitié même à une sirène. Un long moment, elles restèrent assises en silence, à se regarder, gravant chaque détail dans leur mémoire. Puis, lentement, Merama replongea dans l'eau. Au revoir, mon ami. Au revoir, Merama. Répondit Ada tristement. Alors que la dernière ondulation s'estompait, elle s'assit au bord de la rivière et se mit à pleurer. Tu vas me manquer, mon cher ami, murmura-t-elle doucement. Au bout d'un moment, elle essuya ses larmes, se redressa et reprit son chemin du retour. 3 jours plus tard, Ada était au marché, faisant une course pour sa belle-mère, lorsqu'un cri aigu et désespéré interrompit le bourdonnement du marché. À l'aide! Mon bébé, il respire mal. Le cœur d'Ada se serra. Elle se tourna brusquement vers le bruit. Au coin, sous une cabine branlante, une femme tenait un petit garçon dans ses bras. Le corps de l'enfant était inerte, ses lèvres prenaient une teinte bleutée effrayante. Les cris de la mère étaient déchirants. S'il vous plaît, aidez-moi. Le guérisseur du village s'était rendu à la ville voisine. Les pas d'Ada s'étaient déplacés avant que son esprit ne puisse les suivre. Elle laissa tomber son panier et se précipita auprès de la femme. Agenouille-toi, maman, dit-elle doucement, même si ses mains tremblaient. Sous les yeux de tout le marché, Ada se pencha sur le garçon. Sa petite poitrine était d'une immobilité effrayante. Elle posa doucement sa paume sur la poitrine du garçon, ferma les yeux et se mit à fredonner doucement. En quelques secondes, le corps du garçon sursauta. Il toussa. Un souffle léger et superficiel emplit ses poumons. Il respire. Mon enfant respire, hurla la mère, serrant son garçon contre sa poitrine, tandis que de nouvelles larmes de soulagement coulaient. Un murmure parcourut la foule. Tu as vu ce qu'elle a fait? Ada, c'était Ada. Elle l'a touché et il est revenu. Mais Ada ne se laissa pas séduire par cette attention. Elle sourit simplement à la mère reconnaissante, prit son panier et s'éloigna en hâte. Pourtant, la nouvelle se répand plus vite qu'une traînée de poudre. 2 jours plus tard, un autre appel à l'aide retentit dans le village. Un jeune garçon était tombé d'un manguier, atterrissant maladroitement, la jambe tordue et enflée. Les villageois se rassemblèrent, impuissants. Ada se retrouva à nouveau au centre.
Sans crainte, elle s'agenouilla près du garçon en pleurs, posa les mains sur sa jambe blessée et murmura quelques mots. Sous les yeux étonnés des villageois, l'enflure commença à se résorber. Le membre tordu se redressa. À partir de ce jour, le nom d'Ada commença à avoir du poids. Elle guérit d'autres personnes de diverses maladies, et devint rapidement très populaire au village. Malgré sa popularité, Ada resta humble. Elle ne guérit pas pour la gloire, mais parce qu'elle se souvenait de la douleur et de ce que cela faisait de n'avoir personne pour elle. Sa belle-mère devint plus prudente dans sa façon de la traiter, sachant que les villageois la surveillaient désormais. Un soir, environ 3 mois après qu'Ada eut reçu ses pouvoirs de guérison, une silhouette apparut au bord du chemin du village. Poussiéreuse, usée, mais familière. C'était Amadi, le père d'Ada. Malgré son air fatigué, Ada le reconnut immédiatement. Il entra dans l'enceinte, comme si elle n'avait jamais cessé de rêver de lui depuis sa mystérieuse disparition. « Papa !» cria-t-elle. L'homme laissa tomber son sac de voyage tandis qu'Ada courait vers lui. Il la rattrapa, la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux tandis que ses épaules tremblaient. Leurs larmes coulaient à flots. Tandis qu'Ada s'accrochait à lui, tremblante d'émotion, son père se retira doucement, les yeux brillants de larmes retenues, mais il ne dit pas un mot. Quelques instants plus tard, Osioma revint de la ferme avec son fils, où elle était allée inspecter le travail de ses ouvriers. Elle fut stupéfaite de revoir son mari. Elle, cependant, fit semblant et l'accueillit chaleureusement. Puis elle commença à lui poser des questions sur ce qui s'était passé et pourquoi il n'était pas revenu toutes ces années. Amavi ne pouvait répondre que par signes, mais ne pouvait parler. Ada et Osioma comprirent bientôt qu'Amadi était revenu muet. Ses oreilles entendaient chaque mot, ses yeux suivaient chaque conversation, mais ses lèvres ne parvenaient à former aucun son. Aucun son ne lui échappait, pas même un murmure. Ada, poussée par l'amour et le désespoir, avait tenté de le guérir. Elle avait posé doucement ses mains sur sa gorge, l'implorant même par des prières omamiliennes murmurées, mais cette fois, son don demeurait immobile. L'homme qui lui avait donné la vie demeurait enfermé dans le silence. Pourtant, l'esprit d'Amadi était loin d'être brisé. Avec une détermination tranquille, il reprit ses terres à sa femme, arpentant les sentiers familiers, surveillant les ouvriers d'un geste ferme. Il communiquait avec eux par signes, par expression, avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait tant vu et survécu. À la surprise des villageois, la ferme prospéra encore davantage sous son commandement. Ada resplendit de nouveau, et Osioma se sentit perdue, toujours enfermée, accrochée à son fils. Elle décida de s'excuser auprès d'Ada. Elle s'approcha d'elle un soir. « Je t'ai fait du tort, Oda. J'ai fait du tort à la mémoire de ta mère. J'ai fait du tort à ce village. Je sais que je ne mérite aucune pitié, mais pardonne-moi. Je ne t'en veux pas, surtout que c'est ta méchanceté qui m'a donné ma force. Chaque larme que tu as versée, chaque fardeau que tu as imposé sur moi m'ont rapproché de mes pouvoirs de guérison. Sans ta cruauté, je n'aurais jamais trouvé mon don de guérison, alors merci. » Sur ce, Ada se leva et s'éloigna. Quelque chose en elle lui disait qu'Osioma n'était pas sincèrement désolé. Ada continua de soigner les malades, même après le retour du guérisseur du village. Des rumeurs parvinrent jusqu'au roi, qui l'invita au palais aux côtés de son père. Lorsqu'ils arrivèrent au palais du roi, le conseil tout entier était réuni, et parmi eux, siégeait le guérisseur du village, Nueshi. Le roi Ikena les accueillit tous et félicita Ada d'avoir utilisé ses pouvoirs de guérison pour aider les gens, surtout en l'absence forcée du guérisseur. Ada baissa respectueusement les yeux. Le roi poursuivit, « Nous sommes un peuple de tradition. Notre guérisseur, Nueshi, a servi cette terre avec sagesse et compétence pendant de nombreuses saisons, mais même une rivière s'enrichit lorsqu'un nouveau cours d'eau la rejoint. » Nekodni sourit, le regard empreint de bonté. « J'ai entendu parler de toi, mon enfant. Beaucoup craignaient que ton don me menace. Mais pourquoi devrais-je craindre la pluie alors qu'elle ne fait que favoriser la croissance de mes cultures? Tu n'es pas un rival. Tu es une bénédiction. Je serais honoré de travailler à vos côtés. » Le roi hocha la tête, satisfait. À partir de ce jour,
Ada et Nowaku mèneront ensemble la guérison du Myoku. À cette fin, un grand sanctuaire de guérison sera construit. Un lieu où tous ceux qui souffrent trouveront de l'aide, sans distinction de naissance ou de statut. Puis, se tournant vers Amadi, le roi dit « Amadi, tu reviens des ténèbres, bien que les dieux aient choisi le silence pour ta langue. Pourtant, tes yeux parlent plus que les mots. Votre ferme prospère à nouveau sous votre direction. L'honneur de votre fille restaure votre nom. » Puis le roi se leva de son siège, son bâton frappant le sol de marbre. Que tout le monde le sache à Umuoku et au-delà. Ada, fille d'Amadi, est désormais reconnue comme la gardienne de la santé, la protectrice des faibles et le symbole de l'espoir. Son père, Amadi, demeure un aîné respecté dont l'héritage perdure. Dans les semaines qui suivirent, le sanctuaire de guérison s'éleva près de la place du village, plus grand et plus beau que quiconque l'avait imaginé. Ada travailla aux côtés du guérisseur, alliant son savoir ancestral en herbe à son mystérieux don du toucher. Ada et les Nowaku tentèrent en vain de rendre à son père la parole, alors ils le laissèrent tranquille. « Il doit y avoir une raison », murmura-t-elle tristement. Son silence demeurait, un mystère que son don n'avait pas touché. Elle avait fait la paix avec lui, et ainsi, des cendres de la douleur, Ada renaquit. Non pas en reine, ni en guerrière, mais en guérisseuse. Sa bonté triomphait là où la cruauté échouait. Sa force ne résidait pas dans les paroles fortes, mais dans une résilience silencieuse. Bien que la voix de son père restât perdue, sa présence, comme la sienne, était plus forte que n'importe quel mot. Le don d'Ada permettra-t-il un jour à son père de retrouver sa voix? Ou le destin réserve-t-il encore plus de surprises aux guérisseurs du Myoku? Seul l'avenir nous le dira. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une histoire plus grande. Merci de votre attention. Si vous souhaitez découvrir la deuxième partie du parcours d'Ada, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires touchantes comme celle-ci.